Bonjour tout le monde, désolé pour ces 2 minutes de retard. Vous êtes 27 participants, 29. On va attendre une minute ou deux que tout le monde arrive. En tout cas, je vous souhaite bienvenue pour ce petit webinaire organisé par le CERF France Cantal au sujet de la facture électronique. L'objectif, c'est à la fois de vous présenter très rapidement le cadre de la réforme et puis surtout de voir comment, au niveau du CERF France Cantal, on va mettre ça en œuvre avec vous, avec nos adhérents. Donc voilà, je laisse passer une minute et puis après on démarre. Oui, je signale au passage que vous avez un chat qui est, je pense, à la droite de votre écran et sur lequel vous pouvez vous exprimer, sur lequel vous pouvez poser des questions, sur lequel vous pouvez réagir. Je suis entouré de mes collègues et en particulier ma collègue Marie Porté qui va gérer ça. Et de temps en temps, peut-être que des questions que vous posez par écrit, on les traitera comme ça collectivement à l'oral pour que tout le monde puisse profiter de la réponse. Même si ce webinaire est vraiment un webinaire pour vous apporter des informations, ce n'est pas un webinaire pour répondre à des questions on va dire précises de support technique sur Makinexo. C'est vraiment une présentation à la fois des outils, de la méthode de travail en fait, au niveau du CERF France Cantal. Voilà. Bon, écoutez, 10h34, je propose qu'on démarre, qu'on ne perde pas trop de temps avec ça. Et c'est parti. Donc, je vais essayer dans un temps qui est assez court, finalement, une vingtaine de minutes, de vous apporter quelques grandes lignes sur les contenus de la réforme de la facture électronique, et puis aller rapidement vers la manière dont on va travailler avec cette réforme et avec vous au niveau du CERF France Cantal. Un outil qui est fondamental dans cette mise en œuvre, c'est un outil qui s'appelle Makinexo. Donc, je vais vous en faire une démonstration assez complète pendant laquelle vous pourrez là aussi intervenir, poser des questions, etc. Donc, en ce qui concerne la réforme de la facture électronique, c'est en fait une réforme européenne, comme vous le voyez, on n'est pas les seuls. Il y a des pays en Europe qui ont déjà mené la réforme, ce qui nous permet de voir un petit peu comment ça s'est passé chez eux. En tout cas, en France, c'est pour cette année, ça va démarrer très bientôt, dans 3 mois en fait. Et donc, ça devient un sujet assez brûlant. C'est un projet qui est mené par la Direction générale des finances publiques, c'est une réforme fiscale et dont l'objectif, c'est essentiellement lutter contre la fraude à la TVA. Voilà, on va voir comment la facture électronique peut contribuer à cet objectif. Alors, une facture électronique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 2 choses, en fait. C'est un fichier PDF, comme vous en avez sûrement déjà vu. Quand vous recevez une facture par mail, par exemple, c'est un fichier PDF. Vous continuerez à recevoir un fichier PDF. Vous pourrez le consulter comme vous avez déjà sûrement consulté une facture sur un écran. Et vous pouvez même l'imprimer. C'est un fichier PDF. Mais ça, c'est la partie documentaire. En fait, ce qui intéresse l'administration fiscale, c'est qu'à côté de ce fichier PDF, vous aurez un autre fichier qui, lui, va contenir des données. C'est une description de tout ce que contient la facture sous un format informatique. Et donc, ce qui avant était un document devient en fait un ensemble de données informatiques qui peuvent être traitées par des logiciels, par des serveurs, par des algorithmes, etc. Et donc, notamment, par les serveurs de l'administration fiscale pour regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des échanges commerciaux sur notre territoire. Alors, qui est concerné ? Je pense que la plupart d'entre vous êtes concernés, puisque dès lors que vous avez une activité professionnelle, vous êtes titulaire d'un numéro de SIRET, y compris si vous êtes auto-entrepreneur et que vous êtes en franchise de base de TVA, eh bien, vous êtes quand même concerné. Donc voilà, tout professionnel à partir du 1er septembre 2026 devra être prêt pour la facture électronique. Maintenant, il y a des gens qui ne vont pas forcément s'apercevoir qu'il y a eu une réforme de la facture électronique des interlocuteurs commerciaux que vous pouvez avoir.
et qui, eux, ne seront pas concernés par la réforme de la facture électronique en France. C'est notamment les particuliers. C'est-à-dire que pour les particuliers, s'ils reçoivent une facture, ils la recevront comme ils ont déjà l'habitude de les recevoir. Ça ne va pas changer pour eux. C'est la même chose pour le monde associatif et c'est la même chose, on va dire jusqu'à preuve du contraire, pour les entreprises établies à l'étranger. Les factures, et dans le cas des transactions avec l'étranger, resteront sur le même système qu'aujourd'hui, ce qui montre bien qu'en fait, on va avoir un nouveau système pour les échanges entre professionnels en France, donc la facture électronique, et qu'à côté de ça, le système actuel va perdurer. Alors sur ce schéma, on voit ce que l'administration fiscale appelle le schéma en Y, c'est-à-dire c'est l'exemple d'une transaction entre deux assujettis à la TVA en France, entre deux professionnels, avec l'administration fiscale qui est au milieu. On va imaginer qu'à droite, c'est vous et qu'à gauche, c'est votre fournisseur. Chacun a choisi une plateforme agréée. Et on verra qu'est-ce que ça veut dire, choisir une plateforme agréée. Ça veut dire notamment être inscrit dans l'annuaire central de la facture électronique qui est tenu à jour par l'administration fiscale. Ça va être un gros sujet dont on va se parler dans une minute. Chaque entreprise a choisi sa plateforme, en tout cas elle en a une, et votre fournisseur va déposer sa facture au format Facturis, qu'on a vu, c'est le format Facturis qui contient le fichier PDF et le fichier XML. Donc votre fournisseur dépose la facture sur sa plateforme. Que va faire sa plateforme? En fait, elle va prendre contact avec l'administration fiscale, déposer le fichier XML qui contient toutes les données pour que l'administration fiscale fasse son travail. Et par ailleurs, donc l'administration fiscale tient un annuaire, et dans cet annuaire, il y aura votre numéro de SIRET. Parce que vous serez bien inscrit, et derrière ce numéro de SIRET, on aura l'information de vers quelle plateforme il faut envoyer cette facture. Imaginons que vous soyez adhérent du CERF France et que vous avez la plateforme de CERF France, et il sera marqué dans l'annuaire, il faut envoyer la facture sur la plateforme du CERF France. Au passage, je signale quelque chose qui est très important, c'est que le destinataire, en fait, il est identifié par son numéro de SIRET. Si c'était une facture que vous recevez par courrier, ça serait l'adresse postale. Si c'était une facture que vous recevez par mail, ça serait l'adresse mail. Désormais, avec la facture électronique, le destinataire, c'est le numéro de SIRET. Donc, c'est un sujet très important parce que pour beaucoup de fournisseurs, il va y avoir l'enjeu de bien connaître le SIRET de son client. Il est possible que vous soyez interrogé là-dessus. Voilà, je peux donner un exemple. J'ai vu hier un courrier que fait partir AgroLabs auprès de tous ses clients en leur demandant quel est leur numéro de SIRET, leur adresse mail de facturation, etc., etc. Et en tout cas, notamment ce numéro de SIRET, parce que c'est vraiment un sujet essentiel dans la facture électronique. Je signale au passage qu'en vérité, c'est déjà une mention obligatoire sur les factures. Ce n'est pas nouveau, mais là, ça paraît être vraiment particulièrement incontournable. En tout cas, on a trouvé que c'était la plateforme du CERF France, et donc, on vous envoie la facture sur la plateforme du CERF France. Vous la recevez et il vous restera, un peu comme toute facture, un jour à la payer. Alors, cette inscription à l'annuaire, elle est obligatoire, elle est attendue par l'administration fiscale auprès des 10 millions de personnes concernées par la facture électronique au 1er septembre 2026. Ça, c'est la première obligation qui vous incombe tous et vers laquelle, au niveau de votre cabinet comptable, on va essayer de faire en sorte que ce soit fait au plus vite et au mieux. Maintenant, qui sera concerné par la facture électronique? Tout le monde, au 1er septembre 2026, vous pourrez tous envoyer et recevoir des factures électroniques. Toutes les entreprises pourront faire ça. Mais vous, ou en tout cas, en supposant que vous ayez moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous ne serez pas encore obligé d'envoyer des factures électroniques. Les gros fournisseurs, les plus de 250 salariés, seront obligés de vous envoyer des factures électroniques. Eux, ils n'auront pas le choix. Les fournisseurs, vos plus petits fournisseurs et vous-même, vous pouvez encore attendre 1 an avant de vous mettre à la facture électronique, ce qui engendre le fait qu'il va y avoir une période de transition durant laquelle, là aussi, il va y avoir des factures électroniques qui vont se mettre à circuler à côté de factures qui continueront à circuler comme aujourd'hui, jusqu'à cette échéance du 1er septembre 2027 où on pourra plus personne ne pourra reculer sur ce sujet-là.
Si vous ne respectez pas ces obligations fiscales, eh bien, l'administration fiscale, elle va venir vers vous et vous savez un peu comment ça marche. Hein. Si vous ne respectez pas une obligation fiscale, l'administration vient vers vous et c'est une amende. Donc, si au 1er septembre 2026, votre SIRET n'apparaît pas dans l'annuaire de la facturation électronique, vous recevrez une mise en demeure et une amende de 500 € parce que vous n'êtes pas acquitté cette obligation. Il faudra se dépêcher, d'autant plus que par trimestre de retard supplémentaire, c'est 1 000 € d'amende supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est la première amende. Il y a deux autres amendes qui sont prévues. Alors, pour les moins de 250 salariés, à partir du 1er septembre 2027, de l'obligation, toute facture envoyée à un professionnel ne passant pas par une plateforme agréée de facturation électronique, ce sera 50 € d'amende. Et le e-reporting sur lequel je reviendrai tout à l'heure, si vous oubliez votre e-reporting, là, ça fait quand même un peu mal, il faut faire attention, c'est 500 € d'amende par e-reporting non émis. C'est quelque chose sur lequel il faudra être assez vigilant. Heureusement, c'est au 1er septembre 2027 et on peut supposer que vous aurez pris suffisamment l'habitude de votre plateforme pour que ça devienne quelque chose d'assez naturel. Voilà. Cette inscription à l'annuaire, donc, qui est un gros sujet qu'on a en ce moment, notamment au niveau du SAFANS, mais en fait, de toute façon, qui vous concerne tous, hein, c'est que je vous ai mis une petite capture d'écran de cet annuaire qui est public, hein, qu'on peut consulter. Vous faites sur Google annuaire facturation électronique et vous pourrez aller chercher les SIRET et voir un petit peu qui est inscrit où. En dehors de ça, de toute façon, il faut que vous y soyez inscrit et cette inscription, il y a deux possibilités. Le législateur a prévu deux cas. Grosso modo, tout le monde est responsable de ça. Chaque entreprise a la responsabilité d'être inscrite sur sa plateforme. Par ailleurs, pour les entreprises qui ont un cabinet comptable, le cabinet comptable, le législateur a prévu qu'il ait la possibilité de déléguer, que ses clients ou ses adhérents délèguent cette inscription sur la plateforme. Et c'est à ce titre que vous avez reçu un email et que vous recevrez très bientôt un courrier pour vous demander si, en ce qui concerne cette inscription, vous nous laissez nous en occuper ou est-ce que ou non. Voilà. On pourra éventuellement en parler, peut-être que vous aurez des questions à ce sujet. Parce que la plateforme agréée de facturation électronique, comme vous pouvez le voir, il y en a de nombreuses. Il y en a même aujourd'hui, plus précisément, 146 et il va continuer à s'en rajouter parce que, mauvaise nouvelle, le projet de portail public de facturation qui devait être gratuit pour tout le monde en 2024, c'est un projet qui a été abandonné et c'est désormais des éditeurs de logiciels privés qui se sont emparés du coup de ce marché émergent. Donc, tout le monde bataille, tous ces éditeurs bataillent pour pouvoir essayer d'avoir un maximum de clients. Donc, c'est une véritable guerre commerciale. Au niveau du SAFANS, si vous cherchez bien, vous verrez qu'il y a un cabinet comptable au milieu de tous ces logos, c'est le SAFANS, puisque le choix du SAFANS a été de développer une solution qui lui appartient et qui lui permet de s'éviter énormément, on pourrait dire, de vicissitudes et de mauvaises surprises à venir concernant cette guerre commerciale. Voilà. Donc, en l'occurrence, si vous êtes au SAFANS, c'est un peu une opportunité de pouvoir tout simplement vous reposer sur un outil qui nous appartient. Je finis dès que j'aurai parlé du deuxième volet de la réforme qui s'appelle e-reporting. Je prendrai peut-être un temps pour voir s'il y a des questions on les traitera avant de passer à la suite. Donc, la facture électronique, on pourrait dire que c'est la partie finalement assez simple et finalement sur laquelle moi je pense que une fois qu'on s'y sera habitué, on va y trouver notre intérêt, notre bénéfice. J'en suis assez persuadé. Par contre, le reporting, c'est un deuxième volet de la réforme sur lequel il faut être plus attentif, qui peut mener un travail supplémentaire. C'est tout simplement une nouvelle déclaration fiscale qui n'existait pas avant et qui va devenir obligatoire pour vous à partir du 1er septembre 2027. Elle concerne quoi? Elle concerne deux sujets. D'abord, les transactions, comme on l'a vu, auprès des particuliers, des associations, des étrangers.
parce que, on l'a vu, ça ne va pas être de la facture électronique. Ça peut tout à fait rester sur le système actuel. Et donc il n'y aura pas l'administration fiscale qui vient se servir au milieu avec le fichier XML pour récupérer les informations qui l'intéressent. Ça lui pose un problème. Et la solution qu'elle a trouvée, c'est que tout simplement, on le lui déclare. Alors, pour les gens qui sont à la TVA trimestrielle ou à la TVA annuelle, c'est tous les mois. Tous les mois, bien avant même sa déclaration de TVA, il faudra se rapprocher de l'administration fiscale et lui déclarer toutes les transactions qu'on a eues, et surtout en termes de montant de TVA collecté, auprès du coup, des particuliers associations. Également aussi plein de détails sur les transactions qu'on a eues avec l'étranger, jour par jour. Voilà. Donc, c'est un travail qui peut potentiellement être pénible si vous restez sur des systèmes, on va dire, papier. Voilà, facture papier, caisse papier, etc. La bonne solution pour s'en sortir, c'est de faire au maximum toutes ces opérations via votre plateforme agréée. Parce que si, par exemple, vous facturez un particulier, mais au lieu de faire une facture papier, vous lui préparez sa facture à votre plateforme, la plateforme aura récupéré toutes les informations pour faire le reporting à votre place. Et donc, vous serez soulagé de ça. Voilà. Donc, bon, c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Vous pourrez en parler avec vos comptables. Voilà, on a anticipé ça. Mais en tout cas, c'est important. Je pense notamment à des gens qui font de la vente directe, qui tiennent des caisses. Il faut vérifier au niveau des caisses, si vous avez une caisse papier, l'opportunité de passer une caisse électronique. Et d'une manière générale, voilà, voir qu'est-ce qui. Le e-reporting de paiement, c'est quoi? Ça concerne toutes les opérations qui sont soumises à la TVA sur encaissement, ce qui est notamment le cas en général des prestations de services, voilà, sauf exception. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la TVA, elle est exigible uniquement quand la facture elle a été encaissée. Donc ça intéresse de savoir, pour l'administration fiscale, ça intéresse de savoir si elle peut exiger la TVA. Mais pour le savoir, elle a besoin de savoir si la facture a été encaissée, si la prestation de service a bien été encaissée. Elle ne peut pas le deviner, il faut que vous lui disiez. Là aussi, tous les mois, c'est un travail supplémentaire qu'il faudra faire, de marquer, de notifier en fait les factures de services soumises à TVA sur encaissement qui ont bien été encaissées. Et donc, voilà, un travail à faire. Là aussi, si vous vous servez, on va dire, en toute rigueur de votre plateforme, on n'a pas le choix et il faut se mettre à l'informatique, il faut se mettre au logiciel pour pouvoir, finalement, le but des logiciels, c'est ça, c'est de nous soulager de ces choses-là pour le faire pour nous et nous aider à ne pas oublier. Parce que je le répète, donc, oubli du reporting, 500 € d'amende. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'en vois une. Si option TVA sur les débits, du coup, vous êtes exempté de cette obligation du reporting de paiement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. OK, pas de questions. Je passe à la suite. Concernant comment on va faire au niveau du CER France pour gérer ça. Alors déjà, on a un ensemble de logiciels qui sont à votre disposition, qui sont inclus dans la cotisation numérique. Il y a évidemment, j'en parle pas, mais on enchaîne beaucoup de formations en ce moment, on fait ce webinaire, on prépare on prépare nos adhérents à ce sujet, on essaie de communiquer dessus. Et puis donc, on met à votre disposition, dans le cadre de la cotisation numérique, un certain nombre de logiciels. La plateforme agréée du CER France, qu'on a vu tout à l'heure dans cet océan de logos, qui était une capture d'écran sur le ministère de l'Économie. Donc, le ministère de l'Économie a mis l'éditeur, en fait, c'est CER France, mais en fait, la plateforme s'appelle EFINUM. Et puis, ça, c'est de la plateforme agréée. On utilise également, on a branché, on pourrait dire, sur cette plateforme agréée, ce que les textes réglementaires appellent une solution compatible. Ça veut dire, en fait, un ensemble de services supplémentaires compatibles avec une plateforme agréée et qui notamment
avec Making-Exo, vous offre ce qu'on appelle un coffre-fort numérique. Ça pour nous semblait absolument fondamental dire que votre patrimoine documentaire soit mis à l'abri d'un coffre-fort numérique qui répond aux normes européennes, notamment de sécurité, d'archivage et d'hébergement, les normes qui sont les plus élevées d'Europe. Voilà. Donc ça, pour nous, c'était quand même quelque chose qui comptait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les outils du CERF France, vos factures électroniques arriveront, seront stockées, ou pourront repartir vers la plateforme agréée, donc à travers ce coffre dont je vais vous faire la démonstration dans quelques minutes. Et puis, on a d'autres logiciels qui peuvent répondre à des cas plus particuliers. On a fait l'un des intérêts de Making-Exo, c'est qu'il a vraiment l'avantage majeur de sa simplicité. Mais des fois, la simplicité, le revers de la médaille, c'est que ça peut éventuellement être un peu trop simple. Et à ce moment-là, pour des gens qui ont des cas un peu spécifiques, on besoin de logiciels un peu plus, on va dire, riches en fonctionnalités, et donc du coup, peut-être éventuellement avec un peu plus de boutons sur lesquels il faut s'y reconnaître, eh bien, voilà, on a 3 logiciels de plus qui s'appellent IFAC, IZ2Caisse et iCaisse. Donc, il y a cet ensemble de logiciels, et si je me concentre sur la question du coffre-fort, c'est vraiment, ça va devenir en fait une interface entre vous et nous. On comprend bien que les factures électroniques, on ne va pas vous demander de nous les apporter à l'agence sous format papier, puisque ce seront des factures électroniques. Et que je dis tout à l'heure, quand je vous disais d'ailleurs que la facture électronique, vous pouvez l'imprimer, certes, mais si vous imprimez une facture électronique, ce papier n'a aucune valeur juridique. En fait, la valeur, elle est électronique. Donc, de toute façon, nous, on aura forcément besoin d'aller de vos factures pour faire la comptabilité, ça c'est clair, comme tous les cabinets comptables. Et en l'occurrence, les gens qui gèrent vos dossiers au niveau du CERF France auront la possibilité de se connecter sur votre coffre-fort pour aller chercher les factures. Mais qu'en est-il des factures qui, pour le moment, ne sont pas encore des factures électroniques et des factures qui continueront à ne pas être des factures électroniques jusqu'au 1er septembre 2027 ? Eh bien, Making-Exo est capable de les héberger au même titre et de les ranger au même endroit. Et si c'est des factures qui ne sont pas encore des factures électroniques, en fait, nous, en interne, on va les transformer en factures électroniques. Elles seront donc toutes stockées telles quelles dans ce coffre. Et donc, c'est cet espace qui va devenir, on va dire, un espace d'échange de vos pièces comptables entre vous et nous. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, passer à du 100% dématérialisé. C'est-à-dire qu'en fait, les pièces comptables seront toutes sur le coffre, stockées à valeur prouvante, donc à valeur de preuve, et on s'échangera les pièces comme ça. Making-Exo permet d'ailleurs de faire plus que ça. Ce n'est pas qu'un espace de stockage entre vous et nous, c'est aussi même un outil de communication et d'échange. On va le voir. Bon, en tout cas, pour pouvoir commencer à faire tout ça, et pour pouvoir répondre à cette obligation d'inscription dans l'annuaire, je le disais, vous avez reçu un mandat, vous avez reçu un mail, vous allez bientôt recevoir la même chose en version papier dans vos boîtes aux lettres. Il y a 2 documents qui sont assez touffus, mais finalement, si on résume les choses à l'essentiel, il y a une première question qui va vous être posée, c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est est-ce que vous êtes OK pour que, en tant que cabinet comptable, on prenne en charge votre inscription dans l'annuaire de la facturation électronique de l'administration fiscale. Voilà. Alors, vous répondez oui ou non, et si vous répondez oui, donc c'est l'option 1, dans ce cas-là, on dit est-ce que c'est OK pour qu'on vous inscrit bien sur la plateforme du CERF France ou pas. Voilà. Je ne vous cache pas, je suis allé un peu vite tout à l'heure sur le sujet des plateformes agréées. Je peux éventuellement revenir dessus. Si vous voulez, tous les cabinets comptables aujourd'hui ont un problème à régler et qui est en fait très difficile à régler. C'est comme vous pouvez vous en douter, les chaînes logicielles qu'utilisent les cabinets comptables ne sont pas prévues pour se connecter sur ces 140 plateformes en même temps. C'est un reproche qui a été fait d'ailleurs à la Direction générale des finances publiques, c'est-à-dire de ne pas avoir prévu quelque chose qui puisse, qui puisse faciliter cette opération. Donc ça va être du cas par cas, et ça peut être plus ou moins complexe, voire d'ailleurs plus ou moins payant, en fonction de la complexité de la chose. Donc là, tous les cabinets, et le CERF France a fait la même chose,
vont suggérer à leurs adhérents les solutions qui à la fois leur conviennent le mieux et conviennent le mieux aussi au cabinet en termes de facilité d'intégration des flux. Voilà. Donc, à l'évidence, voilà, le cas simple, le cas où il n'y a pas de souci, c'est, vous dites, oui, effectivement, je laisse le Safran m'inscrire sur la plateforme du Safran en tant qu'adhérent de Safran. Donc ça, c'est la première question qui va vous être posée. Il y a un deuxième document que vous pourrez remplir et qui va vous poser deux autres questions en termes de flux rentrants et de flux sortants, c'est-à-dire les factures de vos fournisseurs, comment vous comptez les recevoir, et les factures de vos clients, comment vous comptez les envoyer. Le cas par défaut, le cas simple, là aussi, c'est vos factures fournisseurs, vous les retrouverez, les factures électroniques, vous les recevrez sur votre plateforme du Safran et point barre. Voilà. Maintenant, dans le cas où, pour une raison X ou Y, vous avez préféré ne pas vous inscrire sur la plateforme du Safran, à ce moment-là, du coup, sur quelle plateforme arriveront vos factures fournisseurs, et du coup, pour nous, charge de voir de quelle manière on aura la possibilité d'aller se servir pour récupérer les pièces. Et puis, on a dans ce sens-là aussi l'option 3, ça c'est pour des gens qui, s'il y en a, peut-être qu'il y en a aujourd'hui, qui refusent finalement de se mettre à l'informatique, de se mettre à des logiciels, pour qui c'est trop compliqué, pour qui, qui préfèrent sous-traiter cette question-là. Voilà. On sait que parmi nos adhérents, il y en aura. Et donc, ce sera un service supplémentaire, bien sûr, mais en tout cas, c'est possible, on peut faire ce choix-là, ça veut dire qu'il faudra qu'on le fasse ensemble. Et là aussi, ce sera du temps à passer avec l'adhérent. Mais enfin, je finis, dernière diapo avant de passer à la démonstration, et peut-être aussi il y aura des questions là-dessus. Sur ce mandat, il y a la dernière question, c'est la même chose pour les factures de vos clients, comment vous comptez les faire partir au format de la facture électronique. Donc, le cas simple, c'est l'option 1. C'est via les plateformes de Safran. Voilà. Sinon, l'option 2, c'est par rapport à une autre plateforme que vous aurez choisie par ailleurs. Je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure, mais je vous l'aurais dit. Si c'est une autre plateforme, ça va nous poser des questions techniques et des questions de temps passé, à voir comment on récupère ça. Et donc, le fait que ce ne soit pas, on va dire, naturellement et fluidement branché sur nos chaînes logicielles, ça va nous réclamer un travail qui sera très régulier, peut-être au moins une fois par mois, si ce n'est 2 fois par mois, et si ce n'est même plus, parce qu'avec les obligations du reporting, ça peut être un besoin qui est très régulier. Si c'est laborieux, effectivement, ça sera un temps de travail supplémentaire, donc il faut faire vraiment attention à ça. Il est évident que le plus simple, c'est toujours pareil, c'est de faire avec les solutions de votre cabinet. Et enfin, voilà, pour finir, là aussi, pour des gens qui ne veulent pas toucher à la facture électronique, ils n'auront pas le choix, ils devront faire quand même de la facture électronique, et du coup, on verra comment on peut les accompagner là-dedans. OK. Allez, avant la démonstration, des questions. Est-ce que vous avez repéré, pendant que je parlais, des questions? Oui. On peut déjà... nous demander, certains ont déjà rempli ce document. Oui. Donc voilà, moi je lui ai répondu que les documents qui avaient été signés au préalable, ce n'étaient pas des mandats de délégation. D'accord. Oui. Alors que le document actuel est un mandat de délégation. Oui, tout à fait. Et Cécile nous repose une autre question. À l'heure actuelle, on peut déjà recevoir les factures fournisseurs sur MyKinexo si on donne l'adresse. Tout à fait exact, Cécile. Quant aux factures clients via IFAC, on peut les adresser via mail. Oui, c'est vrai. C'est pas vraiment une question, ça. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je confirme. Alors, évidemment, pour le moment, on va dire, effectivement, c'est ce qu'on va voir avec MyKinexo. On peut déjà s'en servir pleinement, complètement. Et même d'ailleurs produire des factures électroniques, voire en tout cas en stocker. Mais pour le moment, comme dit justement ma collègue Marie ici présente, ça n'est pas encore branché et donc ça ne suit pas le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Mais en tout cas, on peut déjà, bien sûr, se servir de MyKinexo. Et par ailleurs, pour nos adhérents qui s'en servent déjà, ce n'est pas parce que vous avez un compte sur MyKinexo que vous êtes inscrit dans l'annuaire. C'est une autre démarche.
Voilà, vous avez le droit de vous en servir, vous avez le droit de le tester, mais en même temps, la signature, en fait, comme quoi c'est bien la plateforme que vous voulez, on va dire, déclarer auprès de l'administration fiscale, ça, c'est une démarche supplémentaire. OK. Edmond est en train de nous faire un petit Alors, message. Oui. On va attendre, il y a 2 questions. Pendant que les questions arrivent, moi, je vais tenter de partager mon... Hop. Une question de Mme Macari. Oui. Il demande pour un adhérent qui fait sa compta, imaginez-vous un pont automatique entre MakineXO et Comptaweb, et si oui, quand? Donc, il y aura un automatisme, mais ça se prépare, mais on n'a pas de deadline encore. Par rapport, excuse-moi, je n'ai pas vu la question. Ah oui. Quelqu'un qui fait sa saisie. Oui, d'accord. Donc, pour un adhérent qui fait sa compta, imaginez-vous un pont automatique entre MakineXO et Comptaweb. Donc, effectivement, mon collègue David me dit oui, mais que le quand, on ne sait pas. Voilà, grosso modo. Ah, les 3 mini-facturiers. Alors, en tout cas, une démonstration des 3 mini-facturiers, je pense que c'est ça la question. Là, moi, je vais vous faire la démonstration de celui de MakineXO. Voilà, qui, on va dire, nous, on vous invite à utiliser celui-là. Pour moi, sur cette question-là, vous pouvez partir du principe que, celui de MakineXO, c'est celui qu'on vous propose de manière un petit peu naturelle dans la mesure où il est inclus dans MakineXO et que MakineXO, ce serait un outil dont on aura besoin. Si, par contre, il s'avère que ça ne répond pas à certaines de vos contraintes, etc., à ce moment-là, le besoin, notamment, je pense, d'IFAC peut arriver. Et alors, vous pouvez l'exprimer, ça peut passer par votre comptable, vous pouvez, en tout cas, la question arrivera jusqu'à nous. Et à ce moment-là, effectivement, on pourra vous faire une démonstration, on va dire, plus personnelle de ce facturier pour vérifier que ça vous convient. Voilà, moi, je propose ça comme réponse, à moins qu'on fasse un jour quelque chose de collectif, mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Ouais. Voilà, ça reste du cas par cas. Nous, on est parti du principe que les mini-factoring MakineXO, pour la plupart de nos adhérents, faisaient totalement le job. Voilà. Alors, il y a une question d'Edmond. Est-ce qu'il faut donner notre adresse mail de MakineXO ou passer par une autre adresse mail? Alors, j'ai répondu, Marie, c'est par rapport à souhaiter recevoir facture directement sur MakineXO. Oui, c'est ça. Oui, alors je vais vous montrer, peut-être qu'en fait, on va passer à la démonstration. Là aussi, c'est plutôt une solution en attendant la facture électronique. Parce que peut-être que si des gens n'ont pas vu encore MakineXO, ils ne vont peut-être pas bien comprendre de quoi on se parle. On se parle d'une solution que nous, on trouve, qu'on aime beaucoup, en fait, hein, et qui permet, on va dire, de devancer un peu le système de la facturation électronique avant que les premières factures électroniques arrivent, et qui permet, en fait, finalement, de recevoir, de stocker, d'héberger et de classer les factures électroniques et les factures non électroniques en attendant la vraie facture électronique, à moindre effort, voire même d'ailleurs en n'ayant rien à faire. Voilà. Et comme, on va dire, sur l'administratif, le moins on en fait, le mieux on se porte, on trouve que c'est vraiment une bonne idée. On a une petite question de Marianne. Ouais. Est-ce qu'on peut se familiariser avec le logiciel entre septembre 2026 et septembre 2027 et décider si l'on sous-traite en cas de grosses difficultés? Oui. Surtout, ce qui serait une bonne idée, c'est de vous y familiariser tout de suite. Voilà. Parce que si vous comment dire, je pense notamment en émission, si vous faites des factures électroniques, ce sera des vraies factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. On vous invite très très chaleureusement à vous entraîner dès maintenant. Vous avez encore quand même plus de 3 mois et vous allez voir, de toute façon, on a l'habitude en formation
les gens s'en font des fois un peu une montagne. En vérité, quand vous avez regardé le logiciel, vous apercevez qu'il est quand même très simple, c'est très facile. Voilà, vous devriez y arriver. C'est aussi plus de 3 mois pendant lesquels, si vous avez des soucis, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez faire des besoins d'assistance. Voilà. Donc, a priori, moi, je dis que ça, on pense que ça devrait bien se passer. On n'est pas très inquiet. Voilà. Oui. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, là, ce que dit ma collègue, et en effet, si jamais, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure dans le choix numéro 3, si jamais vous lâchez prise en vous disant, franchement, moi, c'est vraiment pas mon truc, l'informatique, à ce moment-là, effectivement, c'est important de savoir qu'on a prévu, cette fameuse option 3, si vous changez d'avis, vous avez le droit de changer d'avis, et donc on aura des personnes qui feront ça, qui seront des assistantes administratives et qui feront ça avec vous, donc dans un point régulier, même si pour moi je pense que l'autonomie c'est l'idéal sur ce sujet, n'empêche que si on ne vous laisse pas en difficulté, voilà, il y aura toujours une solution. Maintenant, là, s'il faut faire ce point 1, 2, 3 fois par mois, évidemment, c'est du temps passé et ça ne pourra pas être gratuit. Voilà, donc ça va avoir un coût. D'où l'intérêt là aussi de l'autonomie. On a une autre question Alors, de Julie. Ouais. Quelle est la différence entre IFAC et le Factory de Makinexo? Elles sont nombreuses. Je pense qu'à la rigueur, si vous voulez, Julie Fialip, si vous voulez, je me demande si on ne vous a pas eu en formation, non à la rigueur, si vous voulez plus de détails sur IFAC, je vous propose tout simplement que mon collègue David prenne contact avec vous, qu'on le note en fait, qu'on se fasse, nous, un petit ticket et qu'on reprenne contact avec vous. Je crois me rappeler. Peut-être que je me trompe, mais je crois me rappeler de vous et qu'effectivement, on en avait déjà parlé. On passe à la démonstration? Allez, hop, je ferme cette fenêtre. J'espère que vous me voyez toujours et que vous m'entendez. J'utilise déjà l'IFAC. Ouais. Julie qui oui, bon. Ok, d'accord. Donc voilà, je vous présente Makinexo, qui est une application web, qui est une application mobile. Je vous précise que l'application mobile, elle est beaucoup plus limitée que l'application web. Enfin, elle est plus limitée que l'application web. L'application mobile, elle est particulièrement utile et pratique et fonctionnelle pour ce qui est de numériser des documents, les classer dans le coffre-fort, aller chercher les documents sur le coffre-fort quand il y aura la facture électronique, être notifié qu'une facture est arrivée, la consulter, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui sont propres à l'application web et qu'on ne retrouvera pas dans l'application mobile. Voilà. Dans tous les cas, vous devrez vous y connecter avec un identifiant et un mot de passe. Là, pour le moment, on a déjà quand même pas mal d'adhérents qui ont ces accès et qui ont commencé à s'en servir. Donc, sur cette application web, de manière assez classique, vous avez un menu à gauche avec tout un tas de rubriques. Vous avez quelques raccourcis en haut et vous avez évidemment les informations principales de chaque rubrique qui apparaissent en plein milieu. Là, je suis sur la page d'accueil. Que vous dire sur la page d'accueil, à part quelques informations un peu très globales sur, on va dire, l'état de votre coffre. Vous avez quelques nouveautés qui sont publiées par l'éditeur de Makinexo. Et ce que je vous invite à observer également, c'est que dans une petite rubrique actualité de votre cabinet, on ne vous publie pas l'actualité du cabinet, mais par contre, on a mis à votre disposition deux guides qui sont très utiles, nous on trouvait indispensables en fait. Un guide de prise en main qui correspond à un mode d'emploi tout simplement de Makinexo et un guide de classement qui vous permet, pour certains documents un peu spécifiques où vous n'êtes pas très certain de savoir dans quel espace du coffre vous pouvez le ranger, on vous apporte des réponses à ces questions-là. Type de document par type de document. Les factures, bien sûr, c'est quelque chose qui est un peu évident. Pour d'autres documents, je ne sais pas, par exemple, je pense une remise de chèque que vous voulez poser sur votre coffre, un échéancier d'assurance.
des fois, les gens se posent la question. Et donc, vous pouvez toujours nous poser les questions, bien sûr, mais vous avez aussi un document qui vous apporte toutes ces réponses. Voilà. Avec des captures d'écran, donc c'est quand même très visuel. C'est quasiment, il n'y a pas de texte, hein, c'est vraiment très basé sur la capture d'écran. Je vais commencer cette démonstration en allant directement dans le cœur du réacteur de MyKinexo, c'est-à-dire le fameux coffre-fort. Donc, je vais aller dans la rubrique « Mes documents ». Dans mes documents, vous avez donc une vision de votre coffre et cette vision, elle peut être double. En fait, on peut regarder notre coffre de deux manières différentes. La manière, on pourrait dire, pour moi, la plus quotidienne, ça va être celle-là, c'est-à-dire une vision qui correspond en fait à ce que j'appelle la boîte mail. C'est-à-dire que vous voyez apparaître tout simplement, classé du plus récent au plus ancien, du dernier arrivé à des plus anciennement arrivés, tous les documents qui ont été déposés sur le coffre. Un peu comme des mails où vous avez les plus récents en haut. D'ailleurs, si c'est des documents que vous n'avez pas encore vus, ils apparaîtront en gras, comme dans un mail, ça vous invite à l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Par contre, donc ça n'est pas un mail, hein, c'est un document. Que vous affiche MyKinexo, il va d'abord vous afficher, document par document, la provenance. C'est-à-dire comment le document est arrivé sur le coffre. Là, en l'occurrence, vous voyez, ici, c'est le facturier de MyKinexo qui a préparé une facture, donc évidemment une facture client, et qui l'a déposée sur le coffre. Donc, la provenance, c'est le facturier, et la nature du document, c'est une facture client. Quel client? Hop, si je me décale vers la droite, le client, c'est l'ASP. Et à partir du moment où j'ai indiqué que ce document était une facture client et que le client, c'était lui, le document est considéré comme étant classé. À partir du moment où il est classé, vos comptables, vos assistants comptables peuvent aller les chercher dans le coffre. Donc, c'est évident que si vous voulez mettre vos documents à disposition de vos comptables, vous devez vous assurer qu'ils sont bien classés. Alors, on va voir, hein, d'une manière générale, bon, déjà, quand ce sera des factures électroniques, elles seront toujours classées automatiquement. Et après, MyKinexo essaye de vous assister au maximum pour que ça se classe automatiquement ou presque. Voilà. En fait, il y a en général très peu de manipulations à faire, voire aucune. On regardera tout à l'heure comment ça marche. Si je vais plus loin, je vais trouver d'autres documents. Vous voyez, ici, ce sont des factures fournisseurs et elles ont été déposées manuellement. Ça, c'est typiquement le cas où j'avais un papier sur mon bureau et je l'ai numérisé pour le déposer sur le coffre. Pour le numériser, grosso modo, soit vous le prenez en photo avec l'application MyKinexo de votre téléphone, soit vous le scannez puisque vous avez une imprimante scanner à la maison. Voilà. C'est, comme son nom l'indique, le seul moment où il y a un petit travail manuel à faire. Une source de documents quand je vous montrerai tout à l'heure, que donc, comme je vous disais qu'on aime bien, nous, c'est la collecte mail, parce que ça permet quoi? Ça permet que vos fournisseurs, finalement, fassent ce travail à votre place et déposent la facture directement sur votre coffre. Et MyKinexo s'occupe de la classer. On va imaginer, je vais prendre cette facture, on va imaginer qu'elle est... vous venez de la prendre en photo. Vous venez de la prendre en photo. Et il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, en fait, au moment où vous l'avez prise en photo, voilà, votre appareil, votre téléphone portable va vous afficher comme ça tout un tas de champs à remplir. Alors, ne vous affolez pas, vous n'avez pas forcément besoin de tout saisir à la main. En fait, vous pouvez tout enregistrer directement. À ce moment-là, la photo sera déposée sur le coffre, analysée, et tous les champs qui peuvent être remplis automatiquement seront remplis automatiquement. Voilà. Et éventuellement, comme j'en le vois tous les jours en formation, il sera classé. Il y aura écrit facture fournisseur AgroLab. Très bien, fin de l'histoire, vous avez classé votre document. Ça, c'est fait. Maintenant, il est possible que, dans certains cas, l'analyse de la photo ne permet pas à MyKinexo d'être certain que c'est le bon fournisseur. À ce moment-là, vous allez avoir une liste il va vous demander quel est le dossier. La liste sera, le dossier ne sera pas rempli d'office.
Si vous avez déjà commencé à vous servir de MyKinexo et que AgroLabs est un fournisseur qui a déjà été enregistré, vous n'aurez à ce moment-là qu'à ouvrir la liste et indiquer AgroLabs. Voilà. Vous enregistrez et c'est fini. Maintenant, dans le cas, on peut dire le pire des cas, c'est-à-dire que vous partez de zéro, votre coffre est vide, il ne s'est encore rien passé dessus, et vous devez créer votre fournisseur. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de saisir son nom, son adresse, son code postal, sa ville, sa TVA intracommunautaire, etc. En fait, c'est MyKinexo qui va le faire pour vous parce que, vous voyez, j'ai fait créer un fournisseur, vous avez un moteur de recherche qui est connecté sur le répertoire du Sirène et donc de l'INSEE. Et donc, il suffit de chercher. Alors, vous pouvez chercher par le nom, certes. Vous voyez, j'écris AgroLabs, je ne l'ai même pas bien écrit, puisque normalement, c'est apostrophe S. C'est le moteur de recherche, ça n'en émeut pas, et essaye de trouver des noms ressemblants. Il se trouve que, vous voyez, les deux premiers ne sont pas bons, et qu'en fait, il faut que je descende un petit peu pour trouver le bon fournisseur. Bon, en l'occurrence, on est dans le Cantal, en général, ça va être AgroLabs Aurillac. Je clique dessus, et tout est déjà pré-rempli. Donc, du coup, j'enregistre, et ça y est, mon dossier fournisseur est créé, et ma facture est classée. Cela dit, rechercher par le nom, ça s'avère souvent, ça peut s'avérer laborieux. Il y a plein de cas dans lesquels le nom qu'on a sur la facture, ce n'est pas la raison sociale qui est inscrite à l'INSEE, et tout un tas de situations comme ça, où en vérité, le plus efficace, c'est de taper le Sirène ou le Siret qu'on a repéré sur la facture. Ça, normalement, on le trouve sur la facture. Si on ne le trouve pas, il faut aller un petit peu à la pêche au Siret, par exemple, en demandant à Google. Comme je vous disais, le Siret est vraiment va devenir une donnée stratégique en fait, avec la facture électronique. Donc, en faisant ça, vous avez classé vos documents. En fait, en vérité, quand on dit qu'ils sont classés, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont rangés dans des dossiers. On va imaginer que votre comptable a besoin d'aller chercher une facture AgroLabs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans vos dossiers, il va aller dans vos fournisseurs, hop. Il va aller dans AgroLabs, il va aller dans les factures, et là, il va retrouver toutes les factures d'AgroLabs, dont celle-là. Voilà. Voilà. Donc, c'est à ça que ça sert de classer le document. OK. Bon. Je pourrais vous montrer beaucoup plus de choses sur le classement des documents. Peut-être qu'il y aura des questions. Je préfère avancer sur la démonstration. Et notamment, du coup, me pencher sur cette fameuse question de la collecte email. La provenance, collecte email, à quoi elle correspond? Eh bien, sachez qu'à chaque fois qu'on vous a ouvert un accès pour votre entreprise, pour vos entreprises, pour chacune de vos structures, il va y avoir une adresse email de collecte. Vous la voyez, là, elle est ici à gauche. Je suis allé dans les paramètres de l'entreprise. Elle est ici à gauche, elle se termine nécessairement par @serfrancecantal.mykinexo.fr. Et vous pouvez, la première fois que, on va dire au tout début, tant que vous n'avez pas communiqué cette adresse email à vos fournisseurs, il est encore temps de la personnaliser. Vous pouvez cliquer sur le crayon et mettre quelque chose qui vous convient un peu mieux, sachant que c'est une adresse mail, et donc c'est évidemment pas d'espace, pas d'accent, pas de majuscule, etc., etc. Ça reste une adresse mail. Mais c'est une adresse mail un peu technique qui a un rôle un peu particulier. Donc, vous pouvez faire ça et vous pensez bien à cocher « Classer automatiquement » parce que justement, c'est tout l'intérêt, c'est ce classement automatique. Ayant fait ça, à partir de là, si vous décidez de communiquer à vos fournisseurs cette adresse mail pour qu'ils vous envoient les factures, ou d'ailleurs éventuellement d'autres documents, mais on va surtout parler des factures, qui vous les envoient en pièce jointe de mail. Alors, le grand intérêt, c'est que s'ils vous envoient cette pièce jointe à cette adresse, eh bien, le document sera déposé directement sur votre coffre et normalement classé automatiquement. Ce qui vous évite en fait ce travail de numérisation et éventuellement de classement manuel. Qu'est-ce qui va se passer?
eh bien, vous aurez éventuellement une notification, vous aurez, en vous connectant, une information qu'il y a des documents qui sont non vus. Vous verrez que la provenance, c'est la collecte email et que c'est une facture fournisseur et que c'est tel fournisseur, etc. Vous pourrez l'ouvrir et on verra tout à l'heure, je vais vous montrer comment, après, vous pouvez déclarer une facture comme étant payée, voire la payer tout de suite. Voilà. Vous avez également une boîte de réception, comme ça, qui vous permet de constater en fait tous les mails également qui sont arrivés sur votre adresse mail de collecte. Par exemple, ici, vous voyez, je peux ouvrir, voir le mail et voir la pièce jointe qui est en fait un document qui a été classé, qui est là. Vous pouvez également, temporairement, au moins pour test, tout simplement décider que si vous continuez à recevoir certaines factures par mail, bien, vous les transférez. Vous transférez les mails vers cette adresse de collecte et le travail de classement automatique va se faire également. En ce qui concerne la question de comment je note ma facture comme étant payée ou éventuellement une facture de vente qui est encaissée. Sachant que c'est une information qui est importante. Elle est importante, elle va intéresser vos comptables, mais elle va vous intéresser vous aussi parce qu'il y a un tableau de bord. Vous voyez, je vais ici dans le tableau de bord. Alors, le tableau de bord a des données qui valent ce qu'elles valent, hein, c'est-à-dire que nous, c'est on va dire une entreprise un peu de test, donc des fois, on fait des choses qui ne sont pas forcément très réalistes. En tout cas, là, ce qu'on a sous les yeux, c'est où on en est de nos dettes et de nos créances. Quelles sont les factures fournisseurs qu'il me reste à payer? Quelles sont les factures clients qui me restent à encaisser? Donc, on peut, je ne vous ai pas montré, mais évidemment, dans votre coffre, vous pouvez filtrer des tas de manières différentes. On peut, par exemple, cliquer sur ici pour avoir quelles sont donc ces factures sur lesquelles je suis en retard de plus de 60 jours. Je clique ici et elles sont là. Okay. Donc, ça m'emmène vers l'espace des factures, vous voyez, des factures à payer, des achats. Donc, dans cet espace achat, vous avez plusieurs façons de regarder vos factures. D'abord, quand il y a écrit « tous » ici, sur ce filtre « tous », vous avez tout simplement l'intégralité de vos factures fournisseurs. Vous voyez qu'il y en a certaines qui sont marquées comme payées, certaines qui sont à payer, certaines qui sont à approuver, etc. Parce que c'est d'ailleurs comment dirais-je, ça rentre dans le cadre de la facturation électronique, une facture électronique, quand vous la recevez, vous devez soit l'approuver, soit la contester. Mais en tout cas, il faut dire si vous êtes OK avec cette facture ou pas. Si vous la contestez, eh bien, donc, elle ne sera pas à payer, évidemment. Donc, vous contestez la facture, à voir avec votre fournisseur voilà, quel est le problème à régler. On verra que, en fait, grosso modo, il va falloir qu'il vous fasse un avoir et qu'il vous refasse la facture. Et puis, donc, là, du coup, forcément, vous la contestez, donc vous ne la payez pas. Si vous l'approuvez, bien évidemment, elle sera à ce moment-là à payer. On peut aller ici dans quelles sont les factures à approuver. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure, sur la page d'accueil, c'était marqué ici aussi. J'ai 7 factures à approuver. Hop, je peux aller ici et voir mes factures à approuver. Donc, elles sont là, mais je peux reprendre toujours éventuellement cette facture-là, cette donnée de facture à GoLab. Et donc, dans cet espace des achats, la première chose qu'on me demande, c'est est-ce que j'approuve la facture. Je clique sur le bouton « Approuver la facture », elle est approuvée, et vous voyez que je suis passé du statut à approuver au statut à payer. Maintenant, de deux choses l'une. Soit, imaginons que c'est une facture que je paye par chèque ou par virement, etc. Donc, au moment où je l'ai payé, je peux aller déclarer un paiement. Donc, j'ai un bouton « Déclarer un paiement ». Par défaut, c'est la date d'aujourd'hui. Par défaut, c'est le montant total. Et comme j'avais configuré à GoLab comme étant payé par prélèvement, bon, là, en l'occurrence, du coup, la manip n'est pas forcément optimale. Je pourrais dire virement ou chèque. C'est facultatif. On n'est pas obligé de donner ces informations-là. L'essentiel est quand même de savoir si j'ai payé ma facture et si je l'ai payée d'ailleurs entièrement. Évidemment, pour une facture de 12,10 €, on va la payer entièrement, mais ça, c'est des grosses factures. Vous pouvez aussi déclarer des paiements partiels. Et donc, votre facture restera à payer, mais le montant à payer sera, on va dire, déduit de ce que vous avez déjà payé.
Vous faites ça, vous faites déclarer, pouf, je peux le faire d'ailleurs, hein, hop, la facture est marquée comme payée. Donc le problème est réglé, je vais supprimer ce paiement, on s'est trompé. Hein. Vous avez également un bouton qui est payer la facture. Alors moi là il est grisé, mais en fait ce bouton il est très intéressant parce qu'il vous permet de la payer quand c'est une facture que vous payez par virement. Vous pouvez le faire directement depuis Makinexo. Vous cliquez sur le bouton et il va vous demander quelle est votre facture, quelle est votre banque, la première fois. Hein. Si vous avez enregistré aucune banque, ben, il veut savoir quelle est la banque. Vous allez choisir votre banque. Éventuellement, si c'est un fournisseur que vous n'avez jamais payé par virement dans Makinexo, il va vous demander l'IBAN de ce fournisseur. Une fois que ça sera saisi, ça sera saisi. Et puis après, il vous prépare un virement, on va dire, c'est ça, dans votre application bancaire. Vous devez vous connecter, bien évidemment, à votre application bancaire dans les conditions habituelles et valider le virement à l'intérieur de votre application bancaire. Une fois que vous avez refermé ça, eh bien, dès que le virement aura été confirmé par la banque, la facture sera marquée comme payée. Voilà. Donc, vous voyez ici, ben, ma facture, elle est passée dans les factures payées. OK. Alors, ça, c'est les factures d'achat. Mais vous pouvez être amené à faire une facture de vente. Donc, vous avez ce facturier dont je vous ai déjà parlé. Ce facturier, alors évidemment, pour faire des factures électroniques et les envoyer à des clients professionnels, vous n'aurez pas le choix. Vous ferez votre facture électronique et elle partira, à partir du 1er septembre 2026, elle partira via le circuit de la facturation électronique. Mais on l'a vu, éventuellement, vous pouvez faire une vente à un particulier et, par exemple, et au 1er septembre 2027, ça voudra dire faire le e-reporting. D'où l'intérêt, probablement, pour moi, de faire une facture à un particulier, y compris depuis le factoring Makinexo et non pas avec, par exemple, le bloc de facturier que vous avez encore à la maison. Voilà. Tant qu'on y est, autant passer directement à la facture, au logiciel de facturation, au factoring Makinexo. En l'occurrence, il va pas mal évoluer là, dans les temps qui viennent. Hein. Il y a plusieurs évolutions qui sont dans les tuyaux depuis pas mal de temps, avec une prévisualisation de la facture au fur et à mesure que vous la construisez, avec un outil de devis, avec un catalogue de produits, avec la possibilité de personnaliser les factures avec votre logo. Donc, ça va venir bientôt. Pour le moment, là où on en est, ce qu'on peut déjà constater, c'est que, justement, comme je vous disais, ça va très vite. Vous avez 5 étapes et, en fait, vous vous laissez un peu guider. La première étape, grosso modo, vous invite à passer à la suivante. Deuxième étape, c'est les informations concernant votre entreprise. Alors là aussi, éventuellement, il peut y avoir un petit sujet selon votre structure. Quand vous vous connectez pour la première fois sur Makinexo, de bien vérifier que toutes vos informations sont juridiquement, on va dire, compatibles avec la facture. Je donne un exemple, vous voyez, là c'est un GAEC, il y a marqué GAEC. Un GAEC, c'est une société. Et donc, si vous faites une facture en tant que GAEC, vous devez nécessairement indiquer le capital social du GAEC. Et alors là, pour le coup, ce n'est pas valide, vous devez indiquer votre numéro RCS. Votre numéro au registre du commerce et des sociétés. C'est une obligation. Dans la mesure où c'est une obligation, le facturier ne vous laissera pas faire la facture tant que ces informations ne seront pas à jour. Donc ça, c'est intéressant à vérifier dès le début. OK. On va dire que pour nous, c'est bon et il reste les informations de votre client. De deux choses l'une. Vous voyez que moi, j'ai déjà fait des factures à des clients. Ils sont tous là. Je peux en prendre un, n'importe lequel. Et à ce moment-là, je clique dessus. Et on va dire, il n'y a rien de plus à faire. Hein. Voilà, je ne sais pas laquelle je peux choisir. Je vais choisir Defimat. Alors, imaginez que c'est mon client. Et voilà. Et donc, vous voyez que ici, l'information est déjà validée. J'ai choisi mon client. Maintenant, pardon. Je vous donne un peu le mal de mer. Maintenant, imaginons que ce soit un nouveau client, deux possibilités.
Soit c'est comme un fournisseur, vous avez le moteur de recherche, c'est un client professionnel, vous le recherchez de la même manière qu'un fournisseur professionnel. Soit, on va dire, c'est un particulier, et à ce moment-là, vous mettez nom, prénom, adresse, code postal, ville, etc. Donc, vous cherchez, avec un peu de chance, je vais prendre eux cette fois-ci, avec un peu de chance, voilà, votre client, il est déjà là, et donc vous passez à la quatrième étape, quatrième et avant-dernière étape, qui est qu'est-ce que vous lui vendez à ce client. Je vais faire un truc extrêmement générique et standard. Une ligne de facture, c'est quoi? Alors, il y a quand même pas mal d'informations à saisir, et notamment un code produit, parce que, en fait, c'est une mention obligatoire. Si vous n'en avez pas, nous, souvent, ce qu'on vous propose de faire, en fait, vous mettez un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, par exemple, 0,1 parce que c'est la première ligne. Voilà. On va imaginer que vous vendez quelque chose. Moi, je vais écrire un exemple. Voilà. Je vends un exemple. Et on va vous demander quelle quantité, à quel prix, bien évidemment. Moi, je vais les vendre à l'unité. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir parmi tout un tas d'unités, des tonnes, des heures, des kilowattheures, des mètres cubes, etc., etc. Vous pouvez choisir. En tout cas, il faut en choisir une. Vous mettez, moi, je décide de vendre à l'unité, je vais en vendre 3 et je vais les vendre au prix de 15 €. C'est pas fini. C'est pas fini parce que vous devez encore également à la ligne indiquer si ce que vous vendez c'est un bien ou un service. C'est une information qui va notamment fortement intéresser l'administration fiscale, mais c'est de toute façon une mention obligatoire de la facturation électronique. Ligne par ligne, est-ce que vous délivrez du bien? Est-ce que vous délivrez du service? Bon, moi, on va dire que c'est un bien et il y a le taux de TVA. Dans la mesure où là, je n'exploite pas un catalogue de produits, tout n'est pas pré-rempli, donc je saisis tout à la main. Bon, je vais partir du principe que mon exemple, c'est quelque chose qui a 20% de taux de TVA. Et je peux même, in fine, indiquer une remise à la ligne sur les exemples que je vends. Voilà. Tout ça étant fait, j'ai fait ma première ligne de facture. Elle est là. Les calculs de TVA donc, ont été faits. Je peux changer d'avis, je peux la supprimer, la modifier. Si j'ai plusieurs lignes, changer l'ordre des lignes, etc. Enfin, je vais au bas de facture. Et là, on va vous poser tout un tas de questions auxquelles vous êtes des fois, vous vous étiez jamais posé cette question avant. Ce sont des mentions obligatoires. Est-ce que l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation? Quelle est la date de livraison ou d'exécution? Donc, livraison du bien, exécution du service, etc. Bien service ou bien ou mixte, ça va être un peu pré-rempli en fonction de ce que vous avez mis dans vos lignes de facture. Donc, moi, c'était du bien, donc c'est bien. Est-ce que c'est un paiement en totalité ou en plusieurs fois? Si c'est en plusieurs fois, les conditions. Quel est le moyen de paiement attendu? On est censé mettre ça sur une facture. Vous pouvez mettre ce que vous attendez. Ce n'est pas forcément grave si vous vouliez un virement et que votre client vous fait un chèque. En tout cas, vous devez indiquer un moyen de paiement, on va dire, de préférence. Une date limite de paiement, la date d'échéance de paiement d'une facture est une mention obligatoire. Vous pouvez mettre comptant, c'est la date de la facture, réception, c'est 7 jours plus tard ou encore plus tard. Par exemple, un paiement à 30 jours. C'est toujours pareil. En vérité, les clients, ils nous payent, ils ne respectent pas toujours très bien ça. Mais en tout cas, vous devez l'indiquer. Et enfin, une autre mention obligatoire, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de retard de paiement et en termes de frais de recouvrement. Ça aussi, c'est une mention obligatoire. Vous validez ces mentions. J'ai envie de dire souvent, mais les réponses par défaut suffisent. Et vous pouvez prévisualiser votre facture. Elle est là. Vous voyez un peu la tête de ce genre de facture. Donc, elle est complète, elle est légale. C'est déjà d'ailleurs une facture X. Et elle est pour le moment au format pro forma parce que c'est une facture brouillon. Si vous voulez la générer définitivement, il y a un bouton générer. Alors, attention, parce qu'avec un logiciel de facturation, on ne peut pas générer la facture et après la déchirer et la mettre à la poubelle. Elle a une existence inaltérable. Le seul moyen de l'annuler, c'est de faire un avoir qui correspond à cette facture.
Même si ça veut dire, en fait, cliquer sur un bouton en même temps, soyons clairs. Je vous le montre sur des factures qui ont déjà été créées. Si je prends, pardon, je vais aller vite. Si je prends celle-là, hop, ici, j'ai généré un avoir. Ça va me créer un avoir brouillon que je peux générer et ça m'annule ma facture. J'en profite d'ailleurs, tiens, j'ai vu ça en la consultant. Vous avez peut-être vu transmettre au client. Aujourd'hui, si je veux transmettre ma facture à un client, je clique sur le bouton transmettre et si je n'avais pas déjà pré-rempli le mail de mon client, je peux le mettre ici et ça l'envoie par mail parce qu'on n'est pas encore passé à la facturation électronique. Quand ce sera de la facture électronique, si c'est un client professionnel, j'enverrai directement via la plateforme. Voilà. 2-3 dernières choses avant les questions, s'il y en a. Vous avez d'autres façons de voir où est le CERF France et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. D'abord, il y a des chances que vous soyez passé ce que nous on appelle en chaîne complète et qu'au lieu d'avoir écrit classé, vous voyez par exemple écrit en analyse. Quand vous voyez écrit en analyse, ça veut dire que le document a été pris en charge côté CERF France et que donc on est en train de travailler dessus. Si ça disparaît, c'est que le travail il a été fait de notre côté. Vous pouvez prendre contact avec avec les gens qui gèrent votre dossier au niveau du CERF France. Vous avez une messagerie. Vous pouvez cliquer sur votre comptable, par exemple, et lui envoyer des messages. C'est une façon d'être en lien avec votre comptable. Vous avez un problème vous posez des questions sur Making-Exo, vous ne trouvez pas la réponse dans les guides, par exemple, vous avez un besoin d'assistance ici. Vous cliquez sur besoin d'assistance, vous écrivez le problème, vous pouvez mettre une pièce jointe. Par exemple, je ne sais pas où classer ça, vous mettez votre pièce jointe, vous envoyez. Ça fait ce qu'on appelle chez nous un ticket. Des fois, les gens me disent « Ouais, mais moi, je préfère appeler. » Alors, vous pouvez appeler éventuellement, mais ça fera toujours un ticket. Voilà. Nous, de toute façon, pour vous répondre, vous apporter, ça va être en fonction des disponibilités des uns et des autres. En fait, on a une liste de tickets et on vous répond. Peut-être que le plus simple, c'est que vous posiez la question vous-même. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Peut-être éventuellement, vous avez un trousseau de mots de passe qui peut être intéressant à 2 titres. Imaginons que vous soyez en société avec 3 associés. Ça permet de partager des accès à certaines applications, certains services web entre associés. Voilà. Donc, chaque associé peut disposer des identifiants et mots de passe. Et vous pouvez même, on prend souvent l'exemple de Télépack, partager ces accès avec votre comptable si ça lui simplifie les choses, qu'il puisse se connecter pour vous. Voilà. OK. Bon. Je regarde mes collègues. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? OK. Alors, je retourne dans... je vais arrêter le partage. Alors, c'est là. Hop. Encore que peut-être qu'il faudra que je refasse le partage. Y a-t-il des questions? Alors, oui, je vois qu'il y a des questions. Ok, mais je vois que mes collègues ont aussi... Alors, est-ce qu'il y a des... Mes collègues, est-ce qu'il y a des questions? Ils ont répondu, je pense pas. Non, il nous reste Claudine, je pense. Claudine nous dit le format de la facture. Si c'est une note, sera-t-elle considérée comme une facture si je la scanne? Alors non, c'est une super question et je regrette maintenant de ne pas avoir partagé, d'avoir arrêté le partage de mon écran, mais j'y retourne. C'est une très bonne question. En effet, alors effectivement, je vous le confirme, un ticket, je pense que vous parlez des tickets de péage, des tickets de caisse, les tickets de carburant, je pense que c'est ça dont vous parlez, mais ce ne sont pas des factures. Voilà. Mais par contre, effectivement, vos comptables en ont besoin, comme d'ailleurs éventuellement d'autres types de documents. Donc, les tickets n'arriveront jamais par la facture électronique, ça c'est clair. Et pour les mettre à disposition de vos comptables, vous devrez les prendre, enfin, on vous invitera à les prendre en photo. Alors, moi, je n'ai pas d'appareil, je n'ai pas d'application mobile à vous montrer, mais je peux, par exemple, vous montrer via le bouton « Déposer ».
En fait, avec votre téléphone, quand vous numérisez un document, il vous pose la question de est-ce que vous voulez numériser une facture? Est-ce que vous voulez numériser un ticket de caisse? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Si vous choisissez de numériser un ticket de caisse, il va vous demander, il va vous laisser faire la photo. Alors en vérité, le téléphone fait la photo lui-même. Il faut le laisser faire parce qu'il recadre, change, il fait en sorte que le résultat soit le plus propre possible. Donc vous le laissez faire. Il va vous demander, grosso modo, est-ce que c'est du carburant, du péage, du supermarché, etc. Il va vous demander le montant et c'est tout. Votre ticket sera stocké. En l'occurrence, si je vais dans mes documents, ça sera, je peux vous montrer, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, je suis allé vite sur les dossiers. Vous avez ici, tout au bout, des tickets de caisse. Voilà. Et si c'est, par exemple, donc un ticket de supermarché, tac, je vais là-dedans. Bon, moi, j'en ai pas, mais vous aurez tous vos tickets. Et là aussi, les comptables pourront aller chercher l'information. Oui, pardon? Les formations collectives les prochaines. Il y a d'autres formations s'il y en a. Pour les formations présentielles? S'il y en a qui ont besoin. Oui, alors effectivement, s'il y a des gens qui préfèrent, qui ont envie d'en savoir plus, de passer plus de temps ensemble, mais surtout, de commencer à manipuler avec leur coffre et prendre cette habitude-là, le faire avec nous, vous pouvez tout à fait, effectivement, si ce n'est pas déjà fait, vous inscrire à une formation en présentiel. On se promène un peu aux quatre coins du Cantal pour pouvoir être avec vous et commencer les premières opérations ensemble. Voilà. Alors, il n'y a pas de formation, effectivement, par catégorie professionnelle, effectivement. David l'a dit, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que, finalement, c'est toujours un peu... Même si, selon l'activité, il y a des besoins plus ou moins spécifiques, au final, l'utilisation du logiciel, c'est un peu toujours la même, en fait. Ouais. On a dit par rapport à la politique des cours que les gens fassent faire ou mettent à jour leur carte d'identité. C'est donc d'identité. Ouais. Oui, alors, effectivement, notamment dans toute cette série, quand on vous propose de vous inscrire sur le... Ouais, on peut revenir à la question de l'annuaire, peut-être qu'on peut finir avec ça. La question des mandats, c'est vraiment très important. Il ne faut vraiment pas se louper, il ne faut vraiment pas être en retard. Il faut vraiment qu'on s'en occupe dès maintenant. Et pas notamment attendre l'été où ça va être peut-être un peu plus lent la façon de s'en occuper. Donc vraiment les mandats, on va finir comme ça, sont importants. Et donc on vous propose de prendre ça en charge. Et on va dire de notre côté, ça va à un moment donné nous amener à pouvoir, on va dire, justifier qu'on avait aussi la possibilité de le faire. Et la possibilité de le faire, elle est notamment, elle implique qu'on ait une pièce d'identité vous concernant et qu'elle ne soit pas périmée. Voilà. Alors, on a des documents, mais ce n'est pas sûr qu'on les ait tous et qu'on les ait tous à jour. Donc ça, c'est vraiment c'est une vraie question. En cas de contrôle de l'administration fiscale, il faut qu'on puisse fournir une copie de votre pièce d'identité à jour. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi vérifier de votre côté et qu'on puisse de notre côté aussi les récupérer et les numériser en fait pour qu'on puisse valider auprès de l'administration fiscale qu'on a bien le droit de faire ce qu'on a fait pour vous. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une autre question aussi. Ok. Alors, peut-être quand une... Oula. Alors... quand sur une facture, il y a plusieurs articles, comment c'est dispatché? Parce que j'avais l'habitude de séparer mes achats par activité. Je pense que Madame Roy, c'est quelqu'un qui fait sa saisie également. Ah oui. Ça changera. Et sur la saisie, on peut saisir plus de... D'accord. Alors, pour Madame Broa, alors, comme je n'ai pas très bien compris votre question, mon collègue David, lui, semble l'avoir comprise. Et il part du principe que
c'est une question par rapport au fait que vous faites votre saisie et que du coup, dans ce cas-là, ça ne change rien en fait. Voilà. Madame Delmas, je reviens sur les virements via MyKinexo. Je ne suis pas arrivé à personnaliser l'intitulé du virement pour que ce soit plus facile à retrouver dans le relevé bancaire. Surtout si on paye plusieurs factures en même temps, tout comme j'ai l'habitude d'informer les fournisseurs via mail des règlements effectués. Alors, effectivement, sur la personnalisation des intitulés, je pense qu'on l'a remonté. Oui, c'est ça. On a remonté, c'est même venu de vous d'ailleurs, hein, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, nous, effectivement, on a pu le constater comme vous, et on a demandé, on l'a fait remonter à MyKinexo en espérant qu'ils puissent nous proposer une solution. Ça, c'est tout l'intérêt quand même, effectivement, d'avoir une solution avec laquelle on a des contacts extrêmement réguliers, avec lesquels on a une rencontre assez régulière qu'on appelle un groupe d'utilisateurs, parce qu'on a une partie de nos administrateurs qui utilisent déjà, on va dire, en avance pas mal de fonctionnalités de MyKinexo et qui, on va dire, avant le reste des adhérents est en capacité de faire remonter des soucis d'utilisation, ça pourrait être plus pratique s'il y avait ceci, cela. Donc on en profite, on leur fait remonter. Et en fait, régulièrement, en fait, on s'aperçoit que notre demande a été prise en compte. On voit apparaître la fonction qu'on attendait depuis un moment. Donc oui, ce que vous dites, Madame Delmas, c'est vrai. Donc on attend que MyKinexo nous confirme que ça a bien été pris en compte. Voilà. On peut revenir sur la question de Fanny. Fanny, pour les sociétés, c'est une pièce d'identité par associé ou seulement le gérant? Ils vont mieux par associé parce que c'est nécessaire aussi pour le LAC, pour la lutte anti-blanchiment. Ah oui. Et en cas de mouvement d'associés, d'accord, on les aurait pour les ok. D'accord, effectivement. Ok. Madame Boudet qui me demande comment enregistrer les recettes du marché. Comment c'est du marché, c'est C'est une pièce. Ouais. Alors ça, c'est une autre question, effectivement. Alors MyKinexo n'est pas une caisse. Voilà. Donc, en même temps, un jour, si vous tenez, parce que je pense qu'avec vous découvrez une recette de marché, donc vous faites des marchés et donc vous avez sûrement un cahier de caisse que vous remplissez manuellement, en vérité, vous aurez la possibilité toujours de le faire. Ce sera toujours, en tout cas pour le moment, ce sera toujours légal, à condition de le tenir le plus proprement possible. En tout cas, ce sera certes possible, mais vous aurez à partir du 1er septembre 2027 une obligation de e-reporting. Et cette obligation de e-reporting, en fait, ça va vous demander d'agréger jour par jour, donc à la fin de chaque mois, d'agréger jour par jour tous les montants de TVA que vous avez encaissés, taux de TVA par taux de TVA si vous avez plusieurs taux de TVA, en le cumulant même d'ailleurs avec des factures, si vous avez fait des factures à côté. C'est assez laborieux, c'est quand même un vrai sujet cette histoire de e-reporting. C'est pourquoi, quand c'est possible, et alors là, ça c'est vraiment du cas par cas, si vous avez ce besoin-là, c'est pareil, on va dire c'est forcément un cas spécifique et on verra avec vous quelle est la meilleure solution. Nous, on pense que pour s'épargner cette question du e-reporting, il faudra, une bonne solution, c'est d'être équipé d'un logiciel de facturation, sachant que, tout à l'heure, je ne me suis pas attardé, mais il y a un logiciel de facturation qui est inclus dans la cotisation numérique. Et puis sinon, vous avez un logiciel qui s'appelle IZ2Caisse, qui est également dans la cotisation numérique, et qui va faire ce travail-là à condition que vous, à la fin du mois, vous preniez votre cahier et que vous fassiez une recopie jour par jour des montants de TVA encaissés. Voilà. Et à ce moment-là, le e-reporting sera fait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Ouais. Voilà. Ouais, comme dit mon collègue David, de toute façon, pour des gens qui sont concernés par ces questions de caisse, c'est vraiment à voir au cas par cas. Donc, le mieux, c'est de se rapprocher de nous. Ouais. Alors, toujours pareil pour Madame Delmas. Alors, on attend le 1er septembre 2026. On va voir comment ça va commencer à fonctionner. Mais a priori, ce qui est prévu, c'est que quand ça passera par de la facture électronique, la facture devrait normalement
arriver sur Making-X-Io via Infinium. On le testera d'abord. Tout le monde a encore des points d'interrogation. Ouais. Disons que effectivement, comme disait mon collègue David, tout le monde se pose beaucoup de questions au niveau de tous les cabinets comptables, et pas que d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des choses qui sont encore un peu en train de se mettre en place, et notamment la solution technique qui est une définition d'une norme par l'AFNOR et ce qu'on appelle une API qui permettrait de répondre à ça. L'AFNOR est un peu en retard. L'appropriation de cette norme par les plateformes n'est pas non plus très en avance. Donc, au pire, ça veut dire que vous devrez continuer à faire comme vous faites aujourd'hui. Hein. Et quand on aura pu constater que ça fonctionne. Mais effectivement, il y a beaucoup de questions, et en fait, et sûrement que les plus en retard sont du côté de la Direction générale des finances publiques. Donc, c'est un sujet dans tous les pays, on l'a vu, c'est une réforme européenne dans tous les pays qui sont déjà passés. Les premiers mois, voilà, il a fallu un peu essuyer les plâtres. Hein. Tout ne marche pas forcément du premier coup, et probablement qu'il y aura quelques petits cafouillages au départ, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt pour nous, petites entreprises, d'avoir cette échéance au 1er septembre 2027. C'est-à-dire qu'au début septembre 2026 et octobre, etc., les grandes entreprises vont être celles qui vont un peu se confronter aux premiers, aux grains de sable qui vont être chargés de mettre de l'huile dans les rouages. Dans les autres pays, en général, au bout de 3 mois, c'était à peu près réglé, quoi. Voilà. Mais ça ne peut pas fonctionner à 100% sans aucun bug dès le premier jour. Donc, si ce n'est pas encore totalement fluide, on continuera à fonctionner encore comme aujourd'hui le temps que ça se mette en place. Oui. Cécile qui nous dit, comme toujours, on constate que l'État donne difficilement l'exemple, mais on y arrive toujours. On n'a pas le choix, je crois, aussi. Donc, Valérie, souvent beaucoup de mal à me connecter à Making-X-Io. Oui. N'hésitez pas à nous contacter, Valérie. On vous expliquera la démarche. Il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir également plusieurs raisons. L'État ne va pas imposer les outils. Ok. C'est l'heure. On a encore 5 minutes. Voilà. Donc, je vois que Marianne est en train de taper, donc on va en profiter. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Oui, en tout cas, on a eu plein de questions. Ok. D'accord. J'ai l'impression que les questions sont en train de se terminer. Je vois que notre directeur général est en train d'apporter quelques dernières informations. Oui, je suis effectivement tout à fait. Le changement de méthode est tout aussi important que le changement d'outil, voire plus, oui, tout à fait. Et puis, ce que je dis aussi de manière plus prosaïque, en tout cas, c'est que la facture électronique, ça va nous obliger à changer d'habitude. C'est une nouvelle façon de fonctionner. Pour certains, c'est une nouvelle façon de fonctionner en se mettant sur l'informatique, donc c'est un peu plus compliqué parce que de toute façon, pour tout le monde, changer d'habitude, c'est toujours un effort. Voilà. Et si on n'est pas très à l'aise avec l'informatique, c'est un effort encore supplémentaire. Mais dans tous les cas,
vous avez la chance d'avoir un cabinet comptable et des interlocuteurs et des outils techniques qu'on a choisis pour vous, pour prendre tout ça en charge. Donc, je pense que c'est quand même une chance par rapport à des gens qui, je pense par exemple à des micro-entreprises ou des entreprises qui n'ont pas un cabinet qui a pris ça à bras le corps et pour qui ça va être un petit peu plus, on va dire, dans le flou. Donc, c'est pourquoi, pour revenir aussi, pour conclure sur les mandats, je pense que, sauf cas très particuliers avec lesquels il faudra qu'on regarde au cas par cas, mais grosso modo, le plus simple me semble à l'évidence si vous êtes au Safran, de vous baser sur les outils Safran et sur les ressources en interne du Safran, c'est-à-dire vos comptables et nous-mêmes, la petite équipe de transition numérique, etc. Bon, tant qu'il y a... Voilà. OK. OK. Écoutez, j'ignore. D'accord. Mais très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Un grand merci, alors, notamment effectivement pour toutes ces questions. Plein de questions en plus qu'on ne m'avait jamais posées en formation. Donc, j'espère que quand même la plupart de vos réponses, vos questions ont eu réponse. Et puis, voilà, c'est toujours pareil. De toute façon, on est là. À la fin de ce webinaire, vous pouvez continuer à nous interroger et on fera en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde. Merci et bon appétit.